Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. Cette semaine, l'Europe est toujours confrontée à une crise migratoire et morale. Il y a aussi des tensions nationalistes et peut-être un risque de Brexit, c'est-à-dire que les Britanniques quittent bientôt le navire de l'Union européenne. Alors, pour connaître les répercussions sur l'économie de cette Union européenne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Angel Gurria. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, depuis d'ailleurs 2006. Et vous constatez comme moi, je pense, que l'Europe est en pleine déprime, en plein doute quand même. Est-ce qu'elle a des raisons économiques sérieuses de l'être au regard, par exemple, de la croissance ? Bon, la question de la croissance, c'est faible, en effet. Cette année, on va avoir peut-être environ 1,6. L'année prochaine, 1,8. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas aussi très optimiste. Monsieur Renzi, vous savez... Continuer une médiocrité pendant le futur, les prochains 2 ou 3 ans. Monsieur Renzi, qui, vous le savez, critique beaucoup la politique de rigueur qui a été mise en place dans cette Union européenne, a parlé de l'Union européenne comme de l'orchestre jouant sur le Titanic. C'est exagéré ? Non, oui, je crois que c'est absolument exagéré. Et la question aujourd'hui, c'est que l'économie cherche de sortir pas de la récession, on est déjà hors la récession, mais comment accélérer la croissance. Surtout, comment détonner l'investissement, plus de commerce, et aussi le secteur bancaire pour canaliser les crédits, surtout aux petites et moyennes entreprises. Mais vous savez bien que d'ailleurs cette Union européenne, elle est obnubilée par la fameuse crise des réfugiés, avec l'Alliance Atlantique qui va envoyer des missions navales en Méditerranée contre les trafiquants turcs, c'est une première aussi. Est-ce que tout ça est économiquement logique ? Bon, oui, absolument. Empêcher le travail des personnes qui trafiquent avec des êtres humains, c'est absolument quelque chose qu'il faut faire. Mais la question de la migration, plus générale, c'est une opportunité. Et il faut faire l'investissement pour mieux la gérer, parce qu'à la fin, dans des pays qui sont vieillissants, des sociétés vieillissantes, et ça va permettre d'augmenter la productivité et de réduire l'âge moyen des pays après un investissement pour l'intégration. C'est une histoire d'intégration, intégration. Une fois que toutes les scènes de dizaines de milliers de migrants disparaître de la télé ou de la une, ça va être un travail d'intégration et l'OCDE là peut beaucoup aider parce qu'on a 43 ans en plus de travailler dans cet aspect. Vous avez d'ailleurs fait 10 propositions pour une meilleure intégration de ces migrants. En attendant, est-ce que vous trouvez que ce discours de la chance finalement que représente la migration, il est encore audible dans un climat, on le sent bien, de montée des nationalismes, des partis xénophobes en Europe, qui justement font leur beurre sur cette crise. Ça c'est vrai, c'est malheureux, mais il y a un aspect qui est le immédiat, le court terme. Et ça, c'est le système normal de réception et gestion des migrants. On était bouleversés à cause des chiffres. 1 million, plus d'1 million. 1 million. Et parce que l'Allemagne, 1 million, avait l'année dernière un demi-million. Ça veut dire que ça a doublé d'une année à l'autre. Mais la migration, c'est le normal, c'est la normalité en Europe. Alors la question, c'est comment la gérer d'une meilleure manière et aussi... Et c'est une question de compétence pour l'intégration, en commençant pour la langue. Et comme ça, on peut avoir une intégration qui soit même fiscalement positive. Alors, vous connaissez bien la Grèce, et en effet, on parle beaucoup de cet espace Schengen, où on voudrait tenter d'isoler la Grèce en restaurant en quelque sorte les frontières pendant 2 ans, alors qu'elle est dans une situation économique déjà très difficile. Et ça va prendre beaucoup de travail et surtout, ça va prendre un appui dans les pays qui sont dans la frontière du problème. Grèce est un de ces pays, mais il y a l'Italie toujours. Mais il y a aussi des pays comme la Turquie qui a plus de 2 millions de migrants. Déjà là, on a la Jordanie, on a le Liban qui doit être aidé.
pour gérer cette situation, et aussi parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est que d'un jour à l'autre, on a une migration de tous ces camps de réfugiés vers l'Europe, parce que, une autre fois, c'est une question de la gestion. Les chiffres ont devenu la gestion énormément difficile, et c'est pour ça qu'il faut aider les pays à mieux gérer pour pas les empêcher d'avancer ou de passer, parce que la destination ultime, ça va être décidé pour chacun, mais pour créer des conditions qui pourraient lui permettre, après que leur pays d'origine se normalise, de rentrer chez eux. Vous trouvez les Européens trop sévères sur le travail du gouvernement d'Alexis Tsipras, notamment sur ce chapitre migratoire, et trop sévères en général, et en train de fragiliser encore plus, je le disais, une économie grecque qui est déjà très, très en difficulté? Nous travaillons très près du gouvernement grec. En effet, le mois prochain, je vais délivrer notre rapport économique sur la Grèce. On a travaillé sur la question de la concurrence, la question de la compétence, des compétences du gouvernement, la transparence pour lutter contre la corruption, mais aussi la question de la capacité de recevoir des impôts, de faire que tout le monde paie les impôts qu'il doit payer, etc. Il y a quatre ou cinq choses qui sont les grandes pattes de la chaise, des choses fondamentales dans une société, mais aussi il y a des transformations structurelles qui devraient avoir été prises il y a 5, 10, 15, 20 ans, et qui aujourd'hui, c'est l'opportunité. Parce qu'on a les appuis financiers des fonds monétaires, de la Banque centrale, etc. Et en même temps, on a une ambiance dans laquelle, naturellement, c'est évident qu'il faut aller vers la transformation structurelle de moyen et long terme. Et tenir compte alors du phénomène migratoire aussi, quand on refait ses comptes avec la Grèce. Ça ajoute à ces problèmes, et naturellement, il faut le prendre en considération. Mais pour ça c'est une question tout à fait indépendante. Et pour ça, ils ont besoin d'un appui de tous les autres Européens. Alors, l'Union européenne, elle a inventé des pare-feux depuis la crise bancaire. En 2009, elle a été très touchée. Et cette semaine, eh bien, on a assisté à une véritable alerte rouge. La Deutsche Bank, les banques italiennes, grecques et françaises aussi étaient au plus bas. On regarde tout de suite pourquoi. Des places européennes au plus bas, et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. En cause, une défiance grandissante envers la solidité du système bancaire européen, particulièrement en Italie. En décembre, 4 banques de la péninsule se sont effondrées, accusées d'avoir vendu des produits toxiques à plus de 10 000 épargnants. Le montant total des créances douteuses des banques italiennes s'élève à 225 milliards d'euros, chiffre qui alimente les doutes des investisseurs sur la santé des banques de tout le continent. Un pessimisme qui s'ajoute à la conjoncture mondiale morose, ralentissement des pays émergents, notamment de la Chine, chute vertigineuse des cours du pétrole. Plus le pétrole baisse, plus le marché se focalise sur le risque du système financier, donc notamment des banques, qui sont exposées de fait ou bien à des pays producteurs de pétrole, ou bien des sociétés dans l'investissement pétrolier. Et donc le risque de faillite est intégré aujourd'hui par le marché dans le cours des bancaires. Et donc ce qui explique que les bancaires ont baissé de 30%. Et pourtant, les profits des banques sont actuellement au plus haut et les régulateurs estiment que les leçons de 2008 ont été tirées. En ce qui concerne la situation des banques françaises, je rappellerai simplement qu'elles sont solides, beaucoup plus solides qu'avant la crise financière. Et pour ne vous citer qu'un seul chiffre, leur ratio de solvabilité, de capital par rapport au risque pondéré, a doublé depuis 2007 en passant de 6% à 12%. C'est aussi l'effet du renforcement de la réglementation. Pas sûr que ces propos parviennent cette fois à calmer les investisseurs. La crise de 2008 a décidément laissé des traces et les efforts de régulation n'y ont rien changé. Et puis très récemment aussi, les banques de la zone euro en bien meilleure situation qu'il y a quelques années. C'est ce que s'est cru obligé de préciser le patron de l'Eurogroupe. Est-ce qu'on est obligé de le croire? Non, absolument, c'est fait, c'est quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, les banques, pas seulement les européennes, les banques de tout le monde sont beaucoup mieux capitalisées, beaucoup mieux régulées
et beaucoup mieux aussi la supervision. C'est beaucoup meilleur. Alors, et aussi, il y a une union bancaire en Europe. Ça veut dire qu'il y a un système dans lequel il y a une tête. Les systèmes nationaux, c'est pour la supervision locale, et c'est très bien organisé. Il y a une surveillance qu'on n'avait pas avant. Certains de vos experts de l'OCDE ont pourtant émis l'hypothèse de faillite quand même. Non, mais la question d'Italie, qu'on mentionne tous les temps, ce sont des petites banques et qui devaient être résolues. Aujourd'hui, on connaît déjà plus ou moins le prix, le pire qui pourrait passer, mais on va essayer de vendre ce qu'on appelle les mauvais prêts, pendant le temps, pour récupérer ce que soit possible. Mais c'est la fin d'un processus qui a duré déjà 7, 8, 9 ans. Bon, je crois que c'est une des histoires de succès, mais un succès un peu silencieux, parce que ça ne fait pas la une, c'est pas très sexy de dire que la capitalisation a doublé ou triplé, etc. Mais c'est une des histoires de succès comme résultat de la crise. Des leçons qu'on a tirées de la crise, c'est que le système financier devrait être plus fort et plus résilient, et on l'a achevé. On va le voir. C'est sexy au moment où il y a une nouvelle crise bancaire qui se profile, en effet. Alors, la prochaine crise financière ou la prochaine crise économique ne va pas être dans le système bancaire. Alors, semaine prochaine, il y a un sommet décisif qui se profile sur le référendum britannique, ou plutôt les demandes britanniques avant référendum vis-à-vis de leurs homologues européens. Et pour éviter le Brexit, eh bien, on va essayer d'obtenir un deal. Alors, est-ce que vous trouvez que cette idée de Brexit se rapproche dangereusement ? Non, moi, je ne mentionne pas jamais Brexit dans mon vocabulaire, parce que je crois qu'on a déjà la base d'un accord. Et deuxièmement, nous allons tous, une fois que, après la réunion de la semaine prochaine, ou une fois que la date pour le référendum soit fixée, on va tous aller là pour transmettre, pour partager avec les Britanniques pourquoi est-ce qu'ils sont mieux comme une partie de l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'ils seraient mieux ? Quel est votre argument sur ce point ? Est-ce que finalement... eh bien, les Britanniques qui peuvent parfois... Commerce, domaine finance, domaine investissement, etc. Et faire partie, aujourd'hui, du bloc économique plus grand du monde. Et continuer à faire partie du bloc économique plus grand du monde, duquel ils ont déjà tiré beaucoup de bénéfices dans le passé. Ils vont continuer à tirer des bénéfices, mais aussi l'Europe tire des bénéfices d'avoir le Royaume-Uni et... Oui, parce que les autres Européens ont l'impression que finalement on est en train de dessiner une Europe à la carte pour M. Cameron, à usage interne d'ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne ? Il y a beaucoup de discours, il y a des présentations politiques, il y a des élections, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Il faut être un peu cynique, mais la question c'est que déjà l'Union européenne, à travers son président, M. Tusk, a présenté l'encadrement de la possible relation future entre les membres en général, et ça inclut les aspects qui étaient poussés par le Royaume-Uni. Je crois, comme M. Cameron l'a dit lui-même, que c'est la bonne base pour construire un accord plus définitif. Et comme je dis, comme il y a ceux qui doutent, comme ce n'est pas évidemment de comprendre d'un jour à l'autre, et comme il y aura des sceptiques professionnels, ou même des sceptiques qui sont guidés par des raisons politiques, pas objectives, il faudra aller, et il faudra dire objectivement, une institution comme la nôtre, comme l'OCDE, qui n'a pas des intérêts ni d'un côté ni de l'autre. C'est mieux pour les finances, c'est mieux pour le commerce, c'est mieux pour le bien-être des citoyens. Et ça, c'est la ligne, dit-on, de dessous, la plus importante.
le bien-être des citoyens. Alors, vous avez fait, dernière question, sur l'évasion fiscale, qui est votre priorité. Il y a une nouvelle directive en Europe qui va rendre automatique l'échange d'informations entre administrations sur les données comptables des fameuses multinationales qui s'installaient un petit peu, finalement, où c'était le plus avantageux pour eux. Et puis, on va taxer aussi les profits dans les pays où ils sont générés. Est-ce que c'est suffisant alors que certaines ONG demandent finalement une remise à plat, une taxation commune? Et naturellement qu'on ne finit jamais. Mais c'est un pas d'une dimension, d'une importance énorme. Il faut distinguer deux choses. Vous avez parlé d'échange automatique d'informations fiscales sur les comptes, etc. Ça appartient aux individus, aux personnes. Ça veut dire nowhere to hide. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas s'évader du fisc. Oui, il faut s'assurer qu'il n'y a pas où se cacher pour les personnes. Et là, on a déjà 130 pays qui vont commencer l'échange automatique d'informations à partir de l'année 2017. Et ça veut dire que si une personne va créer un compte dans une banque, la banque va informer ses autorités, les autorités vont informer le pays d'origine de cette personne. Mais il y a le régime particulier des multinationales. La question des multinationales, c'est tout à fait une autre chose. On ne veut pas faire une imposition double ou triple parce qu'ils travaillent dans plusieurs... Mais pas d'imposition zéro. On ne peut pas avoir zéro. Et ça, c'est à deux raisons. Économiques, mais aussi politiques. Aujourd'hui, c'est inacceptable pour des personnes qui ont des budgets avec des contraintes, etc. C'est inacceptable, ça veut dire qu'il faut aller en avant. Merci Angel Gurria d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations tout de suite.